Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. 6 mois après son élection à la présidence de la République, François Hollande croit en la reprise de l'économie. Le chef de l'État se défend d'avoir sous-estimé la crise et assure que le redressement est à venir. Mais les chiffres sont têtus et la situation encore bien sombre. Alors à quoi tient l'optimisme du président et de manière plus générale? Après 6 mois à l'Élysée, nous analyserons la méthode Hollande à l'épreuve des faits avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Cette question à présent, les communistes s'installent-ils dans une opposition au gouvernement? En tous les cas, ils haussent le ton, notamment au Sénat. Entre hier et ce matin, les sénateurs communistes ont fait rejeter avec les voix de la droite et des centristes 2 textes coup sur coup soutenus par le gouvernement. Indignation côté PS. La droite savoure, les communistes, eux, préviennent que ça ne s'arrangera pas tant que le gouvernement n'appliquera pas une véritable politique de gauche. Ce n'est pas le moment de parler de politique, répète l'entourage de Barack Obama. Son équipe veut montrer que le candidat démocrate en déplacement aujourd'hui dans le New Jersey est concentré sur sa tâche de chef de l'exécutif face à l'ouragan Sandy. Mais la course à la présidentielle n'est pas vraiment mise entre parenthèses par les 2 candidats. Elle change de forme. Comment? Nous le verrons justement tout à l'heure. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on débute le 22h par cette décision de la Cour de cassation qui a annulé aujourd'hui le non-lieu en faveur des policiers dans l'affaire du décès de 2 adolescents. C'était en 2005. Ziad et Bouna sont morts électrocutés dans un transformateur EDF lors d'une course-poursuite avec la police à Clichy-sous-Bois. Cela avait déclenché des émeutes en banlieue parisienne. Et cette décision qui intervient contre l'avis du parquet général pourrait déboucher sur un procès en correctionnel pour non-assistance à personne en danger. On écoute tout de suite la réaction du sénateur de Seine-Saint-Denis et ancien maire de Clichy-sous-Bois. Il s'agit de Claude Dillin. Les familles, évidemment, souhaiteraient ce débat et on peut les comprendre parce qu'elles ont du mal à faire leur deuil dans la mesure où voilà, elles ne savent pas trop ce qui s'est passé et puis elles ont le sentiment quelquefois de passer de victime à un peu coupable, quoi, comme si leurs enfants étaient un peu coupables de quelque chose. Donc c'est évident, c'est compréhensible que les familles souhaitent ce procès et les amis de la famille dont je fais partie. Mais c'est intéressant aussi pour les policiers. Je crois qu'il faut que les choses soient claires. C'est pas le corps de police n'est pas attaqué dans cette histoire. C'est simplement de savoir quelles sont les responsabilités, comme n'importe quel citoyen. Et dans l'actualité, la trêve hivernale qui débutera demain, 1er novembre, à partir de cette date et jusqu'au 15 mars prochain, eh bien, les expulsions sont gelées. Autrement dit, les locataires, les familles menacées d'expulsion ne pourront pas se retrouver dans la rue alors que les températures chutent. Et par grand froid, il y a aussi, vous le savez, la demande d'hébergement d'urgence qui explose. Alors comment les communes se préparent-elles à y faire face? Regardez ce reportage à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis avec Jérôme Rabier. Qui dit trêve hivernale dit température en baisse et possible déclenchement du plan grand froid. Activé par les préfets, c'est ensuite au maire de prendre le relais. À Rosny-sous-Bois, la ville a mis en place un dispositif d'urgence. Dès que nous sommes alertés par le préfet du déclenchement grand froid, je fais une réunion de façon à mettre le plus rapidement possible, on a 24 heures, le centre qui va accueillir les sans domicile fixe. C'est au stade municipal de la ville, dans un local d'habitude dédié aux associations sportives, que 12 lits sont installés. Alors la ville met à disposition les lieux, c'est-à-dire la partie dortoir et la partie sanitaire, et après la gestion est faite soit par la Croix-Rouge ou par une autre association. Des lits de camp sommaires, mais au moins ici, les lieux sont chauffés. Une télévision et une machine à café viennent aussi réchauffer le quotidien des sans-abri. Pour un investissement minimal de la ville, malgré le fait qu'aucune obligation d'accueil ne soit imposée aux communes. C'est un investissement dans la mesure où on a acquis les lits, les couvertures. On pense qu'on doit faire cet effort-là. Il n'est pas admissible d'avoir des personnes dehors lorsqu'il fait très froid. Avec un nombre de sans-abri estimé à 100 000 personnes en France, certains élus militent désormais pour que chaque commune ait un lieu à proposer lors de températures de grand froid.
Deux revers, coup sur coup, en l'espace de 12 heures. Entre hier soir, tard et ce matin, les sénateurs communistes ont fait rejeter deux textes soutenus par le gouvernement en mêlant leur voix à celle de la droite et du centre. Hier soir, il s'agissait, et nous vous en parlions déjà, de la tarification progressive de l'énergie. Et ce matin, c'était au tour de la loi de programmation budgétaire examinée en commission. Et chaque fois, c'est un désaveu pour le gouvernement. Les détails avec Tam Tranui. Pas de doute, les communistes sont décidés à faire entendre leurs différences. Après s'être alliés à la droite pour rejeter le texte sur les tarifs progressifs de l'énergie, voilà qu'ils retoquent en commission la loi de programmation budgétaire, toujours avec les voix de l'UMP. Un désaveu à chaque fois pour le gouvernement. Les socialistes, eux, minimisent. Ils considèrent que ce traité budgétaire européen n'est pas satisfaisant, qu'il faut s'y opposer. Ils l'ont manifesté en votant contre le traité il y a 15 jours. Ils l'ont manifesté hier en votant contre la loi organique. Et à leurs yeux, c'est la troisième étape, ils votent aussi contre la loi de programmation. De plus en plus, les communistes prennent leur distance et s'installent dans l'opposition, même si officiellement, ils s'en défendent. Ça ne veut pas dire que nous sommes partis dans l'opposition. Nous sommes des gens constructifs. Toutes les composantes, elles pèsent dans les choix qui doivent être ceux du pays. Et je pense que c'est ce que nous voulons redire aussi au Premier ministre. La droite se frotte les mains et ironise. La question qui se pose en termes politiques, c'est de savoir si le gouvernement s'en moque ou s'il ne s'en moque pas. Il peut s'en moquer, considérer que la décision est prise par l'Assemblée nationale. Il peut aussi considérer que ce n'est pas forcément une très bonne chose pour la gauche de mépriser l'une de ses composantes. Et donc rechercher un accord politique. Un accord dans le cadre duquel des concessions seraient faites au Parti communiste et au Front de gauche. Des concessions seront-elles faites pour empêcher les communistes de voter contre le budget au Sénat dans quelques jours? S'ils venaient à faire défaut, le volet crédit ne serait pas mis au vote et la loi de finances reviendrait à l'Assemblée, ce qui renforcerait encore un peu plus l'image d'une gauche divisée. Et suite au rejet du texte hier au Sénat sur la tarification progressive de l'énergie, le gouvernement ne baisse pas les bras. Au contraire, la ministre Delphine Batho a annoncé la tenue prochaine d'une réunion avec les députés et les sénateurs, espérant ainsi arracher un compromis. En cas de nouvel échec, eh bien, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. On voit tout cela avec Julie Hulin. C'était l'un des 60 engagements de campagne de François Hollande. Une proposition de loi sur la transition énergétique et la tarification de l'énergie. Malgré son rejet au Sénat, le gouvernement est bel et bien décidé à aller jusqu'au bout. Le gouvernement est donc déterminé à faire aboutir ce texte rapidement. Il continuera son chemin sur le plan parlementaire et le vote de cette motion d'irrecevabilité est un obstacle, c'est vrai, mais il ne me paraît pas indépassable. Deux possibilités, que les présidents des deux assemblées convoquent la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, ou bien qu'une seconde lecture du texte soit directement proposée dans chacune des chambres. En attendant, les tractations entre gouvernement, députés et sénateurs socialistes vont bon train. Objectif, aboutir à un compromis avec les communistes. Marie-Arlette Carlotti, la ministre chargée de la lutte contre l'exclusion, s'inquiète, elle, du retard provoqué par ce blocage. Un retard qui empêche, selon elle, la mise en place de mesures de protection des plus vulnérables. Et après ces deux rejets de texte au Sénat, Jean-Pierre Bel a tenu à rappeler que la majorité sénatoriale n'était pas la majorité gouvernementale. Le président du Sénat estime aussi qu'il faudra mieux prendre en compte les préoccupations des communistes. On l'écoute, c'était au micro de Sandra Cerquera. Dans la mesure où la majorité ici au Sénat n'est pas la majorité gouvernementale, il va y avoir des textes sur lesquels, par exemple, nos collègues communistes ne voteront pas. Et à partir de là, nous savons bien, disposant de 6 voix de majorité ici au Sénat, que ces textes ne pourront pas passer. Il s'agit d'avoir aussi des relations très étroites avec nos collègues du groupe communiste, qui sont très attachés à leur place au sein de la majorité sénatoriale, peut-être de faire en sorte que nous puissions prendre en compte également ce qu'ils nous disent. Nous sommes là pour respecter tous les groupes ici au sein du Sénat. Mais c'est une réalité qui est une réalité politique, il faut être lucide.
Et le gouvernement est très attendu également sur sa politique en matière d'environnement. La conférence environnementale de la mi-septembre avait remporté un succès certain auprès de différentes associations qui s'étaient félicitées des annonces de François Hollande, notamment sur la fermeture de la centrale de Fessenheim. Mais les mêmes se disent déçus aujourd'hui de l'absence d'une véritable fiscalité écologique. Vous allez le voir dans le projet de budget. Les détails avec Marie Brémaud. Il y a un mois et demi, François Hollande réaffirmait le cap écologique pour son quinquennat. Mais la fiscalité verte semble être la grande absente du projet de loi de finances 2013. Certes, sont inscrits l'extension de la taxe générale sur les activités polluantes sur l'air et le renforcement du malus automobile, mais on est bien loin des ambitions affichées par le gouvernement. Par exemple, pas un mot sur une éventuelle taxation plus importante du diesel, et ce alors que Jean-Marc Ayrault, en septembre, a annoncé préparer plusieurs mesures pour faire converger notre pays vers la moyenne de l'Union européenne. L'engagement a été fermement pris durant la campagne présidentielle, faire passer la part d'électricité produite par le nucléaire de 75 à 50% d'ici à 2025 et fermer la plus vieille centrale nucléaire de France, Fessenheim, fin 2016. Si la volonté politique est affichée, certaines associations de défense de l'environnement s'inquiètent et se demandent pourquoi les réacteurs de Fessenheim ne sont-ils pas déjà mis à l'arrêt. Si François Hollande a clairement fermé la porte à l'exploitation des gaz de schiste, le débat pourrait être relancé le 5 novembre prochain par le rapport de Louis Gallois. L'ancien patron de ADS expose clairement que la France ne peut faire l'impasse sur une telle richesse. L'un des projets écologiques les plus ambitieux concerne l'habitat des Français. En 5 ans, le gouvernement souhaite mettre aux normes énergétiques plus de 4 millions de logements. Mais les modalités pour y parvenir ne sont pas encore connues. Comment financer, comment inciter, faut-il obliger? Des réponses que l'exécutif va devoir rapidement trouver. Et place à présent à notre club d'éditorialistes du mercredi soir avec nos invités que je vous présente avec plaisir. Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, rédacteur en chef du service politique du journal Le Dimanche. Avec nous, c'est un plaisir de l'accueillir. Michel Cotta, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, auteur de ce livre, Le Rose et le Gris, prélude au quinquennat de François Hollande chez Fayard. Avec nous également le fidèle Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Caricaturiste sur rue 89 et qui nous accompagne tous les mercredis soirs avec ses dessins et son humour. Et il est fidèle aussi, Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors, messieurs, mesdames, nous allons d'abord parler des communistes qui, semble-t-il, je vous pose la question, entrent en résistance ou en opposition au gouvernement. On va d'abord écouter la question, plutôt l'interpellation d'un député communiste cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'était adressé à Jean-Marc Ayrault. Écoutez. Monsieur le Premier ministre, l'indécence a ses limites. Ceux qu'il faut entendre, ce sont ces milliers de salariés confrontés aux licenciements et plans sociaux, ces 7 millions de chômeurs et de précaires, ces jeunes qui galèrent. Les voilà les vrais pigeons, ils en ont assez d'être les dindons de la farce. On ne peut pas prétendre combattre les licenciements boursiers et baisser pavillon devant les plans sociaux à répétition de groupes qui engrangent bénéfices et dividendes. On ne peut pas voler au secours de la banque PSA sans imposer le refus des licenciements et de la casse industrielle. On ne peut pas restaurer les principes de notre protection sociale et ne pas rompre avec les déremboursements, les forfaits, les exonérations patronales et les fermetures d'hôpitaux. Monsieur le Premier ministre, les Français ont besoin de savoir qui vous choisissez d'entendre, car la réussite ou l'échec de la gauche en dépend. Voilà, ça c'était à l'Assemblée nationale. Au Sénat, vous le savez, on vous l'a dit, dans les différents sujets, les communistes haussent le ton et participent avec l'opposition au rejet de 2 textes entre hier et aujourd'hui. Michel Cotta, est-ce que selon vous c'est de la mauvaise humeur passagère ou une véritable prise de distance avec le gouvernement ? Non, c'est révélateur de la fragilité, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est révélateur de la fragilité de la coalition gouvernementale. On voit bien d'ailleurs avec vos 2 sujets précédents, et sur les écologies, ce qui concerne les écologistes, on voit bien que ceux-ci ont des problèmes avec la politique actuelle, et sur les communistes, c'est évident aussi. Donc c'est plutôt, je ne sais pas si c'est un geste de mauvaise humeur définitif ou passager, mais en tout cas, c'est révélateur d'une vraie difficulté de la majorité. Donc ça doit sonner comme une alerte, en tous les cas, pour le gouvernement, Bruno Jeudi, qui doit en tenir compte.
Écoutez, il y a un phénomène qui est assez simple avec le Front de gauche. Sans doute le gouvernement avait cru que les élections passées, il n'y aurait pas un phénomène de mélenchonisation, c'est pas très joli comme mot, avec les parlementaires communistes. En fait, non, les parlementaires communistes d'emblée sont restés à l'écart, en fait, avec le vote de confiance au début de l'été. La semaine dernière, ils n'ont pas voté la partie recette du budget. Donc on voit bien qu'ils sont dans une phase de prise de distance et ça va aller crescendo. Ça s'appelle de la surenchère sociale et ils vont être sur ce créneau-là dans les 3 semaines qui viennent. Il y a des rendez-vous syndicaux assez forts à la mi-novembre. Donc on va voir le Front de gauche et le Parti communiste évidemment se déployer tout au long de l'examen du budget. Après l'élection de François Hollande, on s'attendait de leur part à un soutien, sans participation au gouvernement, mais un minimum de soutien. Non, François Hollande s'est toujours très mal entendu avec Jean-Luc Mélenchon, toujours, toute sa vie, même quand ils étaient ensemble au Parti socialiste. Non, je crois qu'ils ne se faisaient pas d'illusions sur leur attitude. Peut-être effectivement sur le soutien sans participation, mais ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, on sentait bien que la première occasion était la bonne pour prendre des distances. Bon, là, ça se passe sur le budget, ça se passe sur la sécurité sociale, c'est-à-dire sur des thèmes très importants du gouvernement. C'est marginal pour la majorité, mais c'est réel sur la politique, en tout cas. Jean-Luc Gombault, la séquence sur les 35 heures a aussi beaucoup agacé les communistes très véhément. Ils ont exhorté le Premier ministre à, je cite, assumer être de gauche au lieu de multiplier les clins d'œil au patronat. Est-ce qu'ils découvrent que le gouvernement est de tendance social-démocrate? Je ne crois pas qu'ils le découvrent. Parce que depuis le départ, je pense que les communistes, Mélenchon, n'ont strictement aucune confiance dans la politique que mènera François Hollande. Et là, ils l'expriment et en plus, ils estiment sans doute qu'ils n'ont rien à gagner à faire semblant d'avoir confiance en lui. Donc à partir de là, ils sont rentrés en fin de compte dans une véritable opposition désormais qui va s'accentuer. Le problème est de choisir le moment. Eux s'en défendent, hein, Bruno Jeudi. Les communistes disent nous ne sommes pas dans l'opposition. Oui, parce que les communistes, si vous voulez, ils ont aussi encore quelques bastions locaux à conserver. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas être élus sans les voix socialistes, que ce soit dans leur mairie et bien sûr pour les députés et les sénateurs communistes. Donc effectivement, ils sont dans une position médiane, mais on voit bien la pression quand même de Jean-Luc Mélenchon qui finalement a amené ce qu'on appelait avant les partenaires communistes des pouvoirs socialistes successifs à prendre leur distance et aujourd'hui ils sont dans une situation où ils n'ont jamais été aussi distants, en tous les cas sous le gouvernement Jospin par exemple, il n'y a pas eu cette situation-là et là d'emblée, à peine 6 mois après l'élection de François Hollande, ils sont en quasi-situation d'opposition. Oui, enfin, c'est la position de la social-démocratie qui est en cause. On voit très bien comment c'est difficile, la voie est difficile entre une gauche extrême qui dit pas de licenciement, luttons contre les licenciements. Nous savons les uns et les autres que c'est pas possible. Bien sûr. Nous savons que les uns et les autres qu'il y a des obligations, qu'on ne refera pas la sidérurgie comme ça par un coup de baguette magique. Bon, donc il y a vraiment un vrai problème de la social-démocratie, mais c'est le problème de François Hollande. Alors évidemment, où ça passe ou ça casse, mais on voit bien qu'il a sur sa droite, on voit bien les pigeons, et sur sa gauche, il essayera de passer au milieu pendant toute la durée du quinquennat, mais il ne s'est jamais fait d'illusions sur le soutien des communistes. Il y a aussi autre chose, c'est qu'effectivement, il peut se passer sur le plan parlementaire, strictement dans la famille politique, de leur soutien et quelque part, il peut n'attacher aucune importance, disons, aux questions du style que celles que nous d'entendre. C'est un petit peu embêtant quand même, hein. Il y a très peu de voix d'avance, 6 voix, donc ça veut dire, bon, ils feront leur deuil de passer leur texte. Mais l'Assemblée nationale a malgré tout le dernier mot, même si... Mais ne négligeons pas l'impact que ces gens-là peuvent avoir dans l'opinion. C'est-à-dire qu'effectivement, ils confortent l'idée que la majorité actuelle ne les sort pas de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, ne font pas les efforts nécessaires. Donc il y a un impact politique interne qui est assez négligeable, mais l'impact politique externe n'est pas négligeable. Je trouve que plus importante que la voix des communistes, il y a la voix de la CFDT. Et je trouve que c'est très intéressant de voir comment il a suffi que François Chérec fasse une petite réflexion sur les 35 heures pour qu'immédiatement tout le gouvernement rectifie, etc. C'est-à-dire que dans sa voix du milieu,
François Hollande compte beaucoup sur François Chérec. Et au fond, les voix et les paroles de François Chérec ont plus d'importance, à mon sens, que la réserve des communistes, même si elle apparaît plus clairement. Et elle apparaît plus clairement aussi. Donc au Sénat, est-ce que les communistes aussi n'essayent pas de rappeler leur existence? Ils se considèrent comme les ayants droit de la victoire de François Hollande et ils le rappellent avec des millions de voix lors de l'élection. Oui, c'est traditionnel, c'est les petites formations alliées, ils essaient de peser, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui leur poids électoral est beaucoup plus modeste. On l'a vu, la différence entre les législatives et le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Le Parti communiste a connu de lourdes pertes aux législatives. Donc tout ça est assez. Pour François Hollande, c'est pas un calcul qui compte au fond pour lui. Il sait que Michel Cotta le disait. C'est marginal, mais néanmoins important. Mais néanmoins, ça fait pas bien en ce moment parce que François Hollande il traverse une période plutôt difficile. Voilà, justement, nous allons en parler. C'est le couple exécutif partant de tempête. Michel Cotta, vous parlez à la page 89 de votre livre, que je rappelle, Le rose et le gris, prélude au quinquennat de François Hollande, du mur de la crise. Et vous dites François Hollande est sans conteste le président qui, au regard de ses prédécesseurs, hérite de la situation la plus difficile. C'est le cas? C'est celui qui est confronté à la situation la plus compliquée aujourd'hui? Nicolas Sarkozy a commencé son quinquennat dans la sérénité entre 2007 et 2008. Et il a eu après, effectivement, 4 années difficiles, y compris marquées par son échec. Mais donc, François Hollande ne pouvait pas ignorer la crise au moment où il faisait sa campagne. Et il le dit d'ailleurs dans un article du Monde d'aujourd'hui, dans une interview du Monde aujourd'hui. Il ne pouvait pas ignorer la crise. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait finalement, il n'a pas fait tellement de promesses. Il a au contraire dit qu'il s'engageait à payer la dette, ce qui était déjà assez courageux pendant sa campagne. Mais effectivement, je trouve qu'il est maintenant pris entre les deux feux, de la gauche et de la droite. Difficile, le passage est difficile. Justement, vous parlez de la une du Monde ce soir avec cette question. François Hollande, on va le voir, a-t-il sous-estimé la crise? Jean-Louis, le président, lui, affirme que la reprise arrive, que c'est un cycle et que ça va revenir. Est-ce que c'est Hollande, l'optimisme, qui a un flegme fantastique face aux difficultés, ou est-ce qu'il y a des signes tangibles? Parce que ce matin, Pierre Moscovici se dit confiant. Il espère une croissance légèrement positive pour le 3e trimestre. Est-ce que c'est enfin une lueur, une bonne nouvelle? Alors écoutez, le président de la République nous dit que voilà 3 ans que nous sommes dans la crise et que c'est un cycle. Alors on ne va pas faire le pédant, mais dans la théorie économique, vous avez différents cycles qui s'étalent de 7 ans, des cycles de 7 ans et des cycles de 50 ans, les cycles de Kondratiev. Donc dire que c'est un cycle, ça ne veut rien dire. Ça peut nous inquiéter, mais ça peut effectivement, donc il y a différentes sortes de cycles qui sont développés. Alors, et d'ailleurs, on voit quand même qu'il y a une hésitation parce qu'il dit au bout du cycle peut y avoir de la reprise et il dit mais à moins que ce soit de la récession. Donc il y a quand même dans son esprit une hésitation sur le niveau de la crise. Et je crois qu'on est en train de... Jean-Louis. Ou de la reprise ou de la récession, c'est quand même... Et regardez, une parenthèse, c'est Hervé Baudry qui fait un peu du Mélenchon. Vous avez déjà fait du pédalo dans un ouragan? Ça fait dur. C'est un peu dur, vous commencez fort. Oui, Jean-Luc. Oui, donc, alors, pour ce qui est des signes de reprise, par exemple, on ne les voit pas. Alors il est possible que le 3e trimestre... Combien a-t-on parlé des derniers sommets de crise sur la scène européenne ensemble? L'année dernière, il n'y a plus ce fameux dernier sommet de la dernière chance. Est-ce que c'est positif? Moi je trouve que le seul signe d'espoir, c'est peut-être l'intervention de Mario Draghi sur les marchés. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez extérieur. Encore que là-dessus, en juin, les deux hommes s'étaient retrouvés. Mais c'est vrai que la position italienne de Mario Monti et la position européenne de Mario Draghi est sans doute de nature à peut-être favoriser, en tout cas, que les crises reprennent immédiatement sur les marchés. De ce point de vue-là, c'était la seule lueur rose de l'été. C'était à peu près la seule bonne nouvelle de l'été, parce que la deuxième partie de l'été a été beaucoup plus difficile, parce qu'il y a tout de suite eu les mauvais chiffres de la fin de l'été qui ont rappelé François Hollande aux dures réalités de son début de quinquennat. Alors ce qui est extraordinaire, c'est vrai que dans Le Monde cet après-midi, il donne à nouveau, fait à nouveau démonstration d'optimisme. C'est sans doute un des présidents les plus... Il a un tempérament optimiste, François Hollande, qui fait que... Mais lui-même dit qu'il ne faut pas inquiéter il continue à croire. Est-ce que c'est aussi le rôle d'un président protecteur? Non, mais il est dans son rôle. Il est obligé d'être au moins dans un minimum de volontarisme et d'essayer d'insuffler un peu d'espoir au moment où l'Europe est dans une situation de stagnation complète, voire de récession. Vous-même qu'on n'a pas
vécu depuis la fin juin un sommet de tempête, un sommet où tout pouvait exploser. Donc c'est vrai tout de même qu'on est sous un climat... Si c'est à mettre à son crédit, mais en tout cas c'est une réalité. Mais voilà, peut-être c'est une réalité qui s'impose à tout le monde. Jean-Louis. Il ne faut pas inquiéter outre mesure les Français, oui, mais il faut leur faire prendre conscience de la situation. Et c'est pas si simple sur le plan de la communication. Il faut effectivement pas inquiéter, mais il faut leur dire aussi que la situation est grave. Et je pense qu'il y a quand même, M. Mandon disait hier, nous avons peut-être sous-estimé la crise. Je crois qu'il y a, et il n'est pas le seul d'ailleurs, et à droite aussi d'ailleurs, certainement, et il y a eu une sous-estimation de la crise et elle existe toujours parce que effectivement on a peur de faire peur et à partir de là on ne permet pas aux gens de comprendre ce qui se passe en réalité. La confiance pour que ça reparte. Alors il faut aussi de la confiance, je comprends bien, mais il faut également de la compréhension. Oui, tout à fait. Hervé Baudry nous dit que la vision de François Hollande n'est pas sur 35 ni 39 heures, mais sur 5 ans justement. Et Michel Cotin en parle dans son livre. Elle dit François Hollande a théorisé l'idée et convaincu au fond ses ministres qu'il y aurait 2 temps pour aboutir au redressement de la France. D'abord les efforts. Je crois qu'on y est. Et puis, les récompenses. Est-ce que c'est un petit peu ça, finalement, le rose et le gris? Oui, le rose et le gris, c'est un début sans problème et sans faute. Hein, on l'a tous écrit, suivi assez rapidement, depuis le mois d'août, d'un passage dans le gris qui reste soutenu. Et sur ce calendrier de François Hollande, est-ce qu'il est compris par les Français? Est-ce qu'ils ont vraiment l'impression qu'on est dans la partie effort et que les récompenses, les fruits... Il faudrait peut-être qu'il explique davantage. Voilà, il faudrait peut-être qu'il fixe un cap. Et maintenant, voilà. Alors il annonce une conférence de presse pour le 15 novembre. Il y a quand même un vrai déficit de communication et incontestablement les Français, à part comprendre qu'il y allait avoir une très très forte augmentation des impôts, les chiffres qui ont été donnés, entre entreprises et entre les entreprises et les ménages, des économies. Mais les défis, les défis et les combats, pardonnez-moi, ils sont titanesques. Hein. Il veut inverser la courbe du chômage d'ici 1 an, redresser la France en 2 ans, offrir une meilleure vie aux Français, il l'a dit, en 5 ans. Mais les Français montrent aussi leur pessimisme dans les sondages. Ils voulaient tout de suite. Est-ce que finalement François Hollande ne s'est pas laissé enfermer dans son slogan « Le changement c'est tout de suite » alors que c'est pour ça qu'il a dit tout de suite qu'il y avait les 2 phases. Mais c'est toujours pareil. C'est comme quand on dit qu'on augmente des impôts de certains, chacun s'en concerné, y compris les gens qui ne payent pas d'impôts sur le revenu d'ailleurs. Bon, et là c'est la même chose. Quand on dit on fait des efforts, c'est vrai que les gens n'en voient pas, ne sont pas capables de... Il y a des grosses maladresses. Il y a quand même cette phrase de 9 Français sur 10 qui ne seraient pas impactés par les hausses d'impôts. Or, on a très très vite fait la démonstration assez facilement, il faut bien le dire, qu'il y aurait au moins la moitié des Français qui seraient impactés. Il faut savoir si on est pour le remboursement de la dette ou contre. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Simplement, la campagne s'est faite sur le remboursement de la dette. Tous les Européens ont l'air de penser qu'il faut rembourser la dette. Si la France ne rembourse pas, il y a quand même des problèmes. Donc c'est ça que ça veut dire les impôts. C'est-à-dire c'est la chose la plus efficace tout de suite. Alors voilà. Fait par le président. D'abord la dette, ensuite la compétitivité. Peut-être qu'il fallait mélanger les deux. Mais ça, c'est une dette. C'est vraiment un parti pris économique. Complet de sa part. Oui, et approuvé par les Européens, par la Commission, par toutes les instances, évidemment. Alors, il y a des interrogations... Compris par ceux qui l'ont élu, peut-être. Probablement, oui. Il y a des interrogations autour de la méthode Hollande qui s'apparente, vous allez me dire si c'est le cas, à l'école Mitterrand, donner du temps au temps. On le voit sur le dossier de la compétitivité, au risque de se laisser enfermer dans le débat. On on attend sagement le rapport gallois. C'est une méthode qui rappelle... La comparaison avec Mitterrand est bien intéressante, parce que Mitterrand savait ne pas trancher, mais il savait aussi casser, et très violemment. On a tous connu dans le journalisme politique des périodes où quand Mitterrand disait ça suffit, ça suffisait. Le problème, c'est que les Français ne sont pas sûrs que François Hollande ait à la fois le sens de la conciliation, le sens de la réconciliation et le sens de la rupture. Vous dites donner du temps au temps. Mais la crise change la donne par rapport à la période de Mitterrand. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner un temps qui n'existe pas. Donc à partir de là, il y a une situation beaucoup plus compliquée. Il se donnait du temps pour trancher. Il finissait par trancher. Il avait plusieurs mois. Et là, il est pris par la situation de la crise. Et alors, d'autant plus qu'il est devant un problème qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Le débat sur les 35 heures le montre. Le débat sur le remboursement de la dette le montre. Le débat sur les charges sociales le démontre. À chaque fois, vous avez
une contradiction, vous avez une conséquence d'une action positive. On sous-estime, je pense, non seulement la crise, mais on sous-estime la difficulté devant lesquelles se trouve l'équipe au pouvoir. Et regardez, une promesse simplement d'Hervé Baudry, caricaturée par Hervé, c'est François Hollande. Moi, président de la République, cette phrase évidemment vous rappelle le débat. Je vais mieux communiquer. Et on arrive au troisième thème, ce sont les attaques contre l'exécutif. Michel Cotta, vous parlez du Hollande bashing au début de votre livre, de la rentrée. Vous dites que c'est un exercice réservé à ceux qui l'avaient porté d'autant plus haut qu'ils le traînent à présent aussi bas. Cela vaut aussi pour Jean-Marc Ayrault. La presse n'est pas tendre avec lui aujourd'hui. Il serait sous la menace du syndrome Édith Cresson. Est-ce que tout cela n'est pas exagéré? C'est-à-dire qu'en ce moment, même si on est le nez dans le guidon, je ne sais pas si c'est exagéré, mais enfin c'est réel. Quand même, on voit bien les difficultés qui sont multipliées par cet aspect tout à fait étonnant, d'hésitation et de non-préparation quand même d'un gouvernement qui pourtant est composé de gens assez individuellement assez forts. Oui, en même temps, Michel, il n'y a quand même que 4 membres du gouvernement qui avaient été ministres précédemment. Peut-être que ça se fait sentir un petit peu maintenant. En tous les cas, il faut bien reconnaître que niveau communication, ils sont pas loin du zéro pointé là, parce que là, les 2 dernières bourdes, c'est plus des couacs là. Il y a même c'est presque gênant de commenter ça parce qu'on se dit mais c'est pas possible, comment ils peuvent faire des choses pareilles. Mais si on se souvient des débuts des autres gouvernements, est-ce qu'il n'y a pas eu des déconvenues également? Est-ce que nous les évoquions autant, nous les commentions autant? Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Il y a 5 ans, à la même période, nous commentions des couacs de l'équipe Sarkozy, Ramayad qui avait pris ses distances lors de la visite de Kadhafi et d'autres sur l'inexpérience de certains membres de cette équipe. C'était le cas. Là, le problème, c'est que ça se porte quand même sur le Premier ministre qui là les accumule. Et au départ, c'est vrai qu'il y a eu aussi une communication extrêmement hésitante de François Hollande. Franchement, c'est assez surprenant de les voir aussi mauvais en communication. Je veux dire que je suis assez surprenant. Pendant toute la période qui termine de la fin du quinquennat précédent, nous avons des problèmes, un déficit de communication. Ce sont des problèmes de communication. Le problème, c'est que très souvent, les problèmes de communication retrouvent des problèmes de fond. On va écouter Sinon, on n'aurait pas besoin de communiquer. On va écouter ce qu'a dit, et je vous laisse la parole, Jean-Louis, tout de suite après, ce qu'a dit ce matin Pierre Moscovici, justement, après les attaques à l'encontre du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. On l'écoute. Le Premier ministre, c'est un homme qui doit être respecté, parce qu'il est respectable. Il mérite la confiance des Français. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui travaille énormément pour le bien des Français. Et je voudrais qu'il y ait ce respect élémentaire et non pas cette recherche constante, y compris sans tenir compte des contextes. Alors Pierre Moscovici demande le respect pour le Premier ministre. Il faut aussi du respect de la part des ministres pour le Premier ministre également. Oui, on a vu, ça c'est la logique des équipes gouvernementales, hein, forcément. Premier ministre un peu affaibli, il y a quelques ambitieux dans ce gouvernement, comme il y en a dans tous les gouvernements. On a parlé d'une bande des 4 à un moment, je cite l'expression, elle n'est pas de moi, elle est de Jean-Christophe Cambadélis. Il y a 4 ministres qui évidemment se verraient bien Chaouch à la place du Chaouch. À mon avis, tout ça est un peu prématuré quand même, parce que je vois mal François Hollande retirer aujourd'hui sa confiance à Jean-Marc Ayrault. C'est pas du tout d'actualité. Il passe un peu vite quand même aussi sur le congrès de Toulouse où les ministres ont fait acte d'allégeance à Jean-Marc Ayrault. Le problème est que ça ne convainc pas. Vous dites sur lui, Michel Cotta, de Jean-Marc Ayrault, derrière c'est très régulier, son aspect lisse. Jean-Marc Ayrault est politique, en tous les cas beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Vous maintenez votre Oui, parce qu'il vient de la gauche, enfin, c'est juste son itinéraire. Il vient de la gauche du Parti socialiste et il se retrouve dans la social-démocratie, est convaincu par la social-démocratie. Donc il y a eu un chemin personnel de la gauche, pas mélenchoniste, mais popréniste à l'époque, pardon, c'est de l'histoire ancienne. Donc il est passé de la gauche au centre de la gauche. Voilà. Vous parliez à l'instant de la communication. Pour faire une bonne communication, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Et il faut savoir aussi si ce qu'on veut est dissible. Je vais prendre une phrase de M. Hollande dans l'interview du Monde de cet après-midi. Il dit les autres, en parlant des autres, il dit la droite, l'auraient fait, il parle des réformes, mais plus brutalement. Autrement dit, il commence à nous dire que la différence entre lui et la droite, c'est simplement la force avec laquelle il va faire la même chose. Est-ce que ça,
les gens qui ont voté pour lui, une bonne partie, sont prêts à l'entendre. Est-ce qu'à partir de là, se pose pas un problème de communication insoluble? Mais les attaques sont quand même très virulentes. On peut se souvenir peut-être, Michel Cotta, d'une phrase de Françoise Giroud. Je crois qu'elle parlait à l'époque de Jacques Chaban-Delmas, qui disait « il ne faut pas tirer sur une ambulance ». Enfin, c'est prématuré, là, pour le coup, quand même. Bon. On est au début du quinquennat. On est au début. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Prologue au quinquennat ». Il y aura donc une suite. Alors, oui, restez avec nous. Constitutionnellement, en tout cas. C'est l'heure à présent de la revue de presse de vos hebdos que vous retrouverez demain dans les kiosques. Et on va débuter avec l'Express qui titre avec Le Point, avec cette une choc, cet islam sans gêne. Vous le voyez avec cette une. Elle a beaucoup fait parler sur Twitter et les réseaux sociaux. Juste votre avis sur cette une, Michel Cotta? Je veux dire, comme ça paraît demain, je ne l'ai pas encore lu, la une est choc, effectivement. À suivre, l'Express. Oui, Bruno Jeudi? La une est choc, mais surtout, elle révèle un filon que les magazines sont en train d'utiliser à fond, puisque l'Express avait fait une sur l'islam il y a 2 semaines. On voit bien suivre, l'Express avec ce couple. Comment s'entend-il? C'est la question. C'est Manuel Valls et Christiane Taubira. Et cette question, à quoi joue la gauche sur la sécurité? Le drôle de jeu de Valls-Taubira, le silence de Hollande et l'offensive de la droite. À découvrir donc dans l'Express. Également le Nouvel Observateur avec cette une sur le vrai revenu des médecins, ceux qui galèrent et ceux qui abusent. Voilà pour les hebdos. Restez avec nous. On va parler à présent, on va aller directement aux États-Unis. Nous évoquerons bien sûr dans un instant les conséquences de l'ouragan Sandy, mais aussi la politique du côté des 2 candidats. Ils ont mis entre parenthèses leur campagne, mais vous verrez qu'ils gardent évidemment à l'esprit que l'élection, c'est dans 6 jours. D'abord, c'est le tour de l'info de Cécile Sixou et on parle des États-Unis juste après. À l'issue de leur première rencontre, François Hollande et Benjamin Netanyahou sont tombés d'accord pour relancer le processus de paix au Proche-Orient, suspendu depuis 2010. Le Premier ministre israélien s'est dit prêt à rencontrer Mahmoud Abbas. Il a proposé au président français d'arbitrer les négociations. De son côté, François Hollande a pris ses distances avec la démarche des Palestiniens qui demandent la reconnaissance d'un État à l'ONU. La France souhaite la reprise sans condition des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Seule la négociation pourra déboucher sur une solution définitive à la situation de la Palestine. Le Premier ministre israélien sera demain à Toulouse avec François Hollande. Ils rendront hommage aux victimes de l'école Ozar HaTorah, tuées par Mohamed Merah au mois de mars. Martine Aubry préfère prendre les devants si elle est mise en examen pour homicide involontaire dans l'affaire des dégâts provoqués par l'amiante dans les années 80, alors qu'elle était à la tête de la direction des relations du travail. Son avocat en demandera l'annulation. Après avoir été entendue en 2010 par la police dans cette affaire, elle devrait être convoquée prochainement par un juge d'instruction. Pas besoin d'une nouvelle loi pour lutter contre l'hyperalcoolisation de certaines soirées étudiantes. La législation existante suffit. C'est la conclusion d'un rapport de la sénatrice écologiste Corinne Bouchoux remis ce matin. On a recensé environ 10 000 soirées qui peuvent donner lieu à des excès. Et donc nous nous sommes dit qu'on n'allait pas inventer, permettez-moi l'expression, une usine à gaz pour 10 000 fêtes qui n'auraient pas été utiles. Nous avons plutôt essayé de faire un diagnostic. Le rapport préconise également plus de prévention chez les jeunes. Non, ne l'enterrez pas tout de suite. François Hollande reste bien le seul à garder espoir pour le rapport gallois. C'est le regard de Plantu dans Le Monde à la veille de la Toussaint. Dans le noir et condamné à descendre plusieurs étages à pied, des millions de foyers américains sont toujours privés d'électricité ce soir dans le nord-est des États-Unis. Le passage du cyclone Sandy a fait au moins 49 morts en Amérique du Nord et 67 dans les Caraïbes. Barack Obama s'est rendu aujourd'hui dans le New Jersey auprès des sinistrés. À quelques jours du scrutin, le président américain n'a toujours pas repris sa campagne, contrairement à Mitt Romney qui était en meeting aujourd'hui en Floride. Voilà, on vient de rappeler le lourd bilan de l'ouragan Sandy. On va parler à présent des États-Unis, mais de l'aspect politique. Nous sommes à 6 jours de l'élection présidentielle. Notre invité, je l'accueille, c'est Martin Michelot. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes chercheur et spécialiste de politique étrangère et en particulier des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire vraiment que la campagne a été mise entre parenthèses ?
Oui, la campagne a été mise de parenthèse pendant 3 jours, tout simplement parce que Barack Obama devait reprendre son rôle présidentiel. Il devait reprendre le leadership sur les États-Unis, et donc cette campagne a dû s'arrêter. Mitt Romney, lui aussi, a dû s'arrêter pour ne pas avoir à répondre à des accusations de récupération politique comme celles qui ont été lancées contre lui après l'assassinat de l'ambassadeur américain à Benghazi, où il avait justement où il avait fait des tentatives de récupération politique de cet événement qui avait été critiqué de manière très véhémente. Donc là, pour lui, pour Mitt Romney, c'est un test de rester à son poste, à sa position, excusez-moi. Et donc là, il l'a très bien fait en se mettant en retrait. Alors, les deux candidats, on va le rappeler, selon un dernier sondage, sont vraiment au coude à coude. Les éditorialistes américains sont partagés. Selon eux, Barack Obama remplit sa fonction de chef de l'exécutif, de président protecteur, donc il pourrait gagner des points, même si on le rappelle, le plus important, évidemment, c'est ce qui se passe, c'est les conséquences de l'ouragan, mais on est obligé de parler de l'aspect politique. De son côté, les éditorialistes américains disent que Mitt Romney pourrait tirer avantage de cette situation parce que justement, il ne la gère pas. Il ne la gère pas, mais l'avantage c'est que Barack Obama, lui, la gère extrêmement bien. Il a même récupéré des points politiques parce que le gouverneur du New Jersey, un républicain et un des plus véhéments critiques de Barack Obama, Chris Christie, a justement dit sur les plateaux télé ce matin que Barack Obama avait très très bien rempli sa fonction et que le gouvernement fédéral devait jouer un rôle important dans la réponse des tempêtes. Donc là, on a vraiment eu un Mitt Romney qui a été un peu coincé politiquement, parce que lui avait dit justement que le gouvernement fédéral devait jouer un rôle vraiment minimal dans la réponse de ces tempêtes. Michel Cotta, votre regard sur ces derniers jours incroyables de cette campagne? Par les images de New York. Je dois dire qu'il y a beaucoup de romans d'anticipation, vous savez, où le métro de New York est inondé, etc. Et on n'y croit pas. Et là, d'un coup, mais je trouve qu'effectivement, Barack Obama a pas mal géré cette période. Et aussi, il y a quelque chose de... Je me demande si ça se passait en France, si un truc comme ça se passait en France, je pense que tous les Français seraient déjà en train d'attaquer l'État. Ah, vous croyez? Tandis que ça ne se fait pas en Amérique. C'est le cas, il y a une unité, c'est le cas en tout cas, on le voit, il y a une unité des Américains, du peuple, derrière en tout cas le président, puis derrière cette situation. En tous les cas, il a apparemment plutôt bien géré cette situation. George Bush, dans la même situation, je pense sous votre contrôle, avait plutôt moins bien géré une inondation précédente. Pas géré du tout. Barack Obama, il me fait plutôt penser au chancelier il y a quelques années, Gerhard Schröder, qui avait bien géré aussi une affaire d'inondation pendant sa campagne électorale, qui lui a même permis de repasser devant son concurrent de la droite allemande. Et on dit qu'il avait gagné des élections grâce à cette gestion des intempéries très importante. Donc peut-être que Barack Obama obtiendra les quelques voix qui lui manqueront. Une anecdote intéressante sur la Nouvelle-Orléans, c'est que la seule personne qui a osé critiquer Barack Obama pour sa campagne et pour la manière dont il a géré la crise, c'est le directeur de l'agence fédérale qui a géré la crise de la Nouvelle-Orléans. Donc vraiment, on voit un peuple américain qui s'unit derrière Barack Obama, et ça permet à Barack Obama de réaffirmer sa stature présidentielle. Et là, c'est vraiment une stature qu'il avait perdue lors du premier débat, qu'il n'a pas réussi à regagner lors des second et troisième débats. Et là, c'est quelque chose qui peut faire pencher la balance en sa faveur dans la semaine à venir. Alors, nous sommes à 6 jours du scrutin. On l'a vu tout à l'heure, Mitt Romney a repris ses meetings, mais d'une certaine façon. Évidemment, ce n'est plus comme avant. Est-ce que Barack Obama va également reprendre ses déplacements? Barack Obama va reprendre ses déplacements. Il va bientôt aller dans le Colorado, que les républicains et les démocrates ont dit était le swing state le plus important, mais il va bientôt aussi se déplacer en Ohio, en Floride, et évidemment on voit que le New Jersey c'est un état qui est extrêmement important parce que c'est un état extrêmement populaire. Il va faire un tour à New York. Barack Obama va continuer sa campagne comme si tout était normal, et Mitt Romney aussi, et dans 2 jours ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Peut-être un dernier tour de table, un pronostic si c'est possible. En tout cas, qu'est-ce qui vous a marqué? Mis à part évidemment l'ouragan Sandy, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette campagne? Est-ce que c'est le fait qu'on a très peu américaine, qu'on a très peu parlé de l'Europe, par exemple? Est-ce que c'est autre chose, Michel Cotta? C'est peu de dire qu'on n'a pas parlé de l'Europe. Ou je du crois tout, oui. Il n'y avait pas une ligne dans ce que disent dans leur débat. Oui, c'est vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même, c'est là où se fait la politique mondiale, et de voir que les deux sont au coude à coude et que quand même le combat sera serré. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui montre bien que c'est difficile d'avoir des majorités, où que ce soit. Les majorités sont difficiles. Même aux États-Unis, Bruno Jeudi. Moi, ce qui me marque surtout, c'est on le voit aux États-Unis avec cette campagne, on l'a vu en Europe lors des campagnes des
président sortant, c'est le poids de la crise. Et Barack Obama va peut-être être le premier depuis 2008 à briser la malédiction des sortants sur la crise qui ont tous été battus. Il faut le rappeler. Nicolas Sarkozy est le dernier à avoir été battu au mois de mai. Donc on verra si Barack Obama... Merci beaucoup. Merci Martin Michelot. Merci d'avoir été... Merci Michel Cotta. Je rappelle votre livre Le Rose et le Gris, prélude au quinquennat de François Hollande chez Fayard. Je remercie également notre ami Hervé Baudry avec ce dernier dessin de Barack Obama. La pancarte de Romney qui s'envole. Mais je vous en prie, allez-y. J'en ai un petit, voilà, parce que on parle beaucoup de copés qui veulent descendre dans la rue, donc voilà, je prépare des bottes pour coper si jamais ça inonde. Il est bien chaussé. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis, à suivre Déshabillons-les, votre émission. Puis on se retrouve en début de semaine, lundi. Je vous souhaite une belle soirée. Dans cette ville, depuis 6 ans, la sécurité des Français, la sécurité des Marseillaises et des Marseillais a largement diminué. Quand on sait qu'il y a une agression toutes les 7 minutes à Marseille. Et non, ces images ne datent pas de la semaine dernière, mais bien de 1983, il y a près de 30 ans. Et la sécurité était déjà, on l'a un peu oublié, un des thèmes de débat, comme ici à Marseille. Alors, comment les discours sur la sécurité ont-ils évolué au fil du temps? Reste-t-il une vraie différence entre les discours de droite et de gauche? Emmanuel Valls reprend-il, comme on l'a dit, des éléments du style de Nicolas Sarkozy? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les politiques en képi cette semaine, nous recevons 4 invités. Alain Boer, professeur de criminologie. Votre spécificité est d'avoir conseillé sur des questions de sécurité des politiques de droite comme Nicolas Sarkozy, mais aussi de gauche comme Jean-Pierre Chevènement. Et vous êtes de surcroît un ami d'enfance de Manuel Valls. Rémi Lefebvre, politologue et spécialiste du PS, pour analyser l'évolution du parti sur ces questions de sécurité. Jean-Daniel Lévy, politologue, spécialiste de l'opinion, pour commenter l'impact de ces récentes images. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par une image qui a fait le buzz, comme on dit. Une image amusante, mais un peu ambiguë d'un Manuel Valls, ministre de gauche, en visite sur les terres d'un homme de droite, patron du Figaro, Serge Dassault, qui lui fait pourtant de nombreux compliments. Ça commence avec un de ses proches, le maire de Corbeil-Essonnes. Regardez. Dans le sondage Figaro mensuel, tu es en tête de toutes les opinions positives de l'ensemble des hommes politiques de la classe politique française. Alors vous voyez, Serge, tu es vraiment tu es un ministre phare du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et nous sommes très heureux en tant que tel aussi de t'accueillir parmi nous. Voilà. Mais je voulais dire un mot à Manuel parce que pour moi, pour nous, la sécurité n'est ni de gauche ni de droite. C'est la sécurité qui concerne tout le monde. Et je dois vous dire que nous sommes très heureux de son action. Et c'est pour ça qu'il a, disons, l'appui du journal bien connu, etc. Voilà. Mais s'il fait des bêtises, il en parle. Mais actuellement, c'est très bien. Et pour les Roms et tous les autres, c'est formidable. Donc bravo Manuel et continue. Voilà, Manuel Valls rime, enfin en mimant quand même un peu la grimace de celui qui est en train de se prendre des coups. Alors Denis Bertrand, verdict, est-ce qu'il est plus dans le sourire face au compliment ou alors quand même dans la douleur, hein, parce que ce compliment est un peu à double tranchant peut-être. Alors, comment vous voyez son attitude? Le double tranchant, c'est-à-dire d'un côté le discours qui pose la sécurité comme un universel, ni de droite ni de gauche, comme une sorte de principe et de valeur supérieure à toute appartenance partisane, et le plaisir non dissimulé, goulu même, avec lequel les hommes de droite proclament cet universel. Alors Manuel Valls, plaisir goulu ou pas? Non, justement, il est coincé, je dirais, il est coincé dans cette tension-là, et il exprime, à mon sens, un léger malaise dans le plaisir qui lui est proposé.
D'accord, d'où le petit sourire à l'envers, c'est plaisir. Un sourire coincé, malaise. parce qu'il y a le malaise. Le plaisir qui lui est proposé est un plaisir piégé. Alors Alain Bauer, vous connaissez bien Manuel Valls, donc naturellement, on se tourne vers vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez plutôt le malaise, comme le dit Denis Bertrand, ou plutôt le plaisir? Je pense qu'il doit y avoir les deux. D'abord parce que je rappelle que Serge Dassault a été l'adversaire de Manuel Valls aux élections législatives et qu'il l'a battu à 2 reprises, je crois. Et donc, ils ont une vieille histoire sur des territoires communs. Et en contrepartie, le suppléant de Manuel Valls essaye désespérément de prendre la mairie de Corbeil-Essonnes sans avoir tout à fait les mêmes résultats, y compris dans les primaires à gauche. Donc, il y a un côté mêlé, je dirais, entre les deux. Deuxièmement, je pense que le ministre de l'Intérieur sait bien que les compliments du Figaro sont d'abord de vrais compliments parce que le domaine en question est un domaine sur lequel il y a, à droite comme à gauche désormais, une sorte de consensus sur le fait que le sujet sécuritaire ne pouvait plus être connoté, puisque la gauche a payé très cher le fait d'avoir été jugée comme laxiste, et donc elle s'est recomposée en disant on ne l'est plus. Et puis il sait très bien quel est l'effet pervers d'être trop adulé par la droite quand on est du camp d'en face, puisque à la fin, il n'est à peu près certain que le Figaro ne fera jamais campagne pour Manuel Valls en quelque élection que ce soit, quelque élection politique ou politicienne que ce soit. Donc il en voit bien les limites. Mais au-delà, quand on connaît un peu Serge Dassault, il y a un côté assez franc dans ce qu'il exprime. Ça n'est pas qu'une manœuvre extrêmement compliquée à 18 il le pense vraiment, parce que c'est le genre de Serge Dassault que de dire ce qu'il pense et de se foutre totalement des effets secondaires et pervers. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tout est vrai, mais il faut rajouter 2 dimensions, leur histoire personnelle et le fait que Serge Dassault dit exactement ce qu'il pense. Donc il souffre quand même, alors, parce que vous dites Serge Dassault le fait sincèrement, le compliment, Manuel Valls, il souffre quand même un peu. Non, mais il le reçoit parce qu'il connaît Serge Dassault, donc il sait qu'il y a un côté sincère et il sait aussi que ça a un effet pervers. Donc c'est un politique, il connaît les limites de l'exercice. Alors l'effet pervers, évidemment, c'est l'impact de ces images à gauche. En plus, elles ont pas mal circulé. Elles sont reçues comment, ces images à gauche, Rémi Lefebvre? On se dit qu'il pense à la réaction des militants PS, là, qu'il anticipe les coups. Je ne sais pas s'il anticipe la réaction des militants PS, mais il est à la fois, je pense, flatté par la première partie de l'intervention sur sa popularité, et en même temps embarrassé, évidemment, qu'un leader de droite lui donne un blanc-seing sur son orientation en matière de sécurité. Et donc, d'ailleurs, je pense que cet extrait est emblématique de la position aujourd'hui un peu ambivalente de Manuel Valls, qui très clairement témoigne de la droitisation du discours du PS sur les questions de sécurité, le fait qu'il ne veuille plus donner prise. On a vu dans le teasing l'extrait de 1983, on a l'impression que c'est quasiment aujourd'hui. Manuel Valls cherche à ne plus donner prise à cette critique d'angélisme ou de laxisme qui était adressée au Parti socialiste, et en même temps il a abandonné, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, toute une partie du discours de gauche centrée sur la prévention et avec une réponse qui est surtout centrée sur la répression, l'autorité. Donc, et en même temps il veut apparaître comme un militant de gauche, il est dans un gouvernement de gauche. Donc toute la dialectique de Manuel Valls, c'est à la fois de normaliser à mon avis le discours du PS sur la sécurité, tout en apparaissant, en se différenciant. Alors vous avez évoqué son discours et puis des éléments qui peuvent paraître être empruntés à la droite. Alors c'est vrai qu'il n'hésite pas, Manuel Valls, à reprendre des mots qu'on associe habituellement, traditionnellement, à ceux de la droite. Exemple, le 19 septembre, lors de son discours cadre sur la sécurité devant les forces de l'ordre. Je suis donc le premier flic de France. Et je sais pouvoir compter sur vous dans l'accomplissement de cette mission au service de notre pays. J'assume pleinement la part d'autorité et de fermeté qu'elle requiert. Et la situation actuelle, plus que jamais, le réclame. Alors ça, c'était pour les mots. Concernant l'attitude, eh bien Manuel Valls, comme ses prédécesseurs, va beaucoup sur le terrain et il lui arrive parfois d'être un peu chahuté, comme au mois d'août à Amiens après des émeutes. Le ministre de l'Intérieur, bousculé, chahuté, hué à son arrivée à la mairie de quartier d'Amiens-Nord cet après-midi. Le signe de tension toujours extrême, après une nuit de violents affrontements entre les forces de l'ordre et une centaine de jeunes. Cela fait plusieurs jours que la tension était montée d'un cran. Surtout depuis dimanche soir après un contrôle routier houleux. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a adressé un appel au calme et à la fermeté. Rien ne peut excuser. Rien. Qu'on tire sur des policiers, qu'on tire sur les forces de l'ordre et qu'on brûle des équipements publics. La loi, l'ordre républicain et la justice doivent
retrouver toute leur place ici à Amiens. Rien ne peut excuser loi, ordre républicain, autorité. C'est ça que vous appelez, Rémi Lefebvre, la entre guillemets rupture avec ce qui pouvait être le vocabulaire traditionnel de la gauche? Rien ne peut excuser, effectivement, c'est une référence assez forte à cette culture de l'excuse que donnerait l'appréhension sociale des problèmes de sécurité. Une des grandes entreprises de Manuel Valls, c'est finalement d'arrêter de projeter des causes sociales qui déresponsabiliseraient les individus. Et donc, Manuel Valls, moi, c'est ce qui me frappe. Rien ne peut excuser. Au fond, voilà, c'est inexcusable. La question, c'est est-ce que c'est explicable? Moi, je suis sociologue. Ce qui m'intéresse, c'est les explications. Et ce que je constate, c'est que le discours de la sécurité de Valls, c'est un discours avant tout d'autorité. Et quelle explication il donne au phénomène d'insécurité? On ne le sait pas. Alors rien ne peut excuser, Jean-Daniel Lévy, c'est peut-être aussi effectivement une réponse à un reproche traditionnel fait à la gauche. Il s'adresse peut-être là au plus grand nombre. Aujourd'hui, on le sait, Manuel Valls est très populaire. Est-ce que vous pensez que sa popularité tient au choix de ces mots? Déjà, Manuel Valls a un discours qui est quasi répétitif. Il y a le terme République qui revient de manière systématique dans toutes ses prises de parole. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'ordre, mais il parle d'ordre républicain. Il parle d'ordre républicain et immédiatement de justice, alors qu'on sait qu'il y a parfois des conflits entre l'intérieur et la justice. Lui, il met tout ceci dans un ensemble qui est un ensemble plus global. Et une des raisons de sa popularité aujourd'hui, c'est le fait qu'il apparaisse comme étant extrêmement stable. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, il répète la même chose et il donne le sentiment d'avoir une forme de matrice de conduite qui ne va pas forcément le déporter uniquement sur la droite, mais qui va s'inspirer de la République, et c'est aujourd'hui une des attentes extrêmement fortes de la part de la population française. En fait, c'est le mot République pour vous qui est un peu l'alpha et l'oméga, si je puis dire. Si vous prenez la totalité ou la quasi-totalité des discours de Manuel Valls, déjà il a son récit personnel avec une personne qui n'est pas forcément française d'origine, qui a su être un fils entre guillemets de la République et qui a pu arriver à ce niveau de responsabilité, notamment autour d'une forme d'idéal de la République donc qu'il va reproduire. Vous êtes d'accord, Alain Bauer, sur cette explication, effectivement, que c'est ce mot République qui est, on va dire, un peu, qui est très identifiant et avec ce que disait Rémi Lefebvre sur le fait que le rien ne peut excuser, c'est peut-être là qu'il y a la rupture avec un discours de gauche plus traditionnel. D'abord, je ne sais pas ce qu'est un discours de gauche traditionnel, parce que c'est une création sympathique, mais il y a une temporalité dans ce que c'est qu'un discours de gauche. La gauche républicaine avait un discours d'ordre. Le référent de Manuel Valls, Georges Clémenceau, dans un débat historique qui est très marqué... On n'a pas d'extrait, là, pour le coup, désolé. Il y a des extraits dans les archives parlementaires. Il y a eu un débat extrêmement riche et extrêmement heurté avec Jean Jaurès sur c'est quoi la sécurité pour un républicain s'opposant à la vision, entre guillemets, angélique, ou en tout cas révolutionnaire, pour être plus précis, parce que le débat n'était pas le même, avec Jean Jaurès. Donc on sent bien que dans l'histoire, la gauche a changé de discours. Je pense deuxièmement que le marqueur de Manuel Valls, comme il l'a écrit bien avant les primaires, justement dans le petit livre sur le débat Clémenceau-Jaurès, est un élément structurant qui est la sécurité est un élément qui correspond à une vision des libertés publiques, le droit à la propriété, la sûreté, la liberté, la résistance à l'oppression, et il considère qu'il y a une armature, et vous l'avez souligné, mais vous ne l'avez pas répété, il ajoute justice à l'ensemble. Ça n'est pas rien par rapport au débat sur juste avant lui. Et je pense qu'il y a là une construction, y compris dans sa relation avec la ministre de la Justice, qui n'est pas seulement de la façade ou de la mise en scène, qui est la réalité d'une forme d'équilibre. Et dans cet équilibre, il y a l'ordre, il y a la justice, et les deux vont ensemble. Et dans la construction qui est la sienne, ou sa stabilité, ou son ouverture au débat, je pense que c'est là où est la colonne vertébrale de ce qu'il représente. Alors là, on s'est arrêté sur les mots. Il y a aussi les images. On va voir qu'il y a eu beaucoup de parallèles qui ont été faits, notamment dans les médias, par les images. On a vu dans cette séquence-là à Amiens que Manuel Valls s'était un petit peu fait chahuter. Alors ces images en rappellent d'autres, en ont rappelé d'autres, ont été associées à d'autres, celles de Nicolas Sarkozy, bien entendu, mais pas seulement. Déjà, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, se rendait dans des quartiers à la rencontre des jeunes. Regardez. Quand le ministre de l'Intérieur, suivi par une nuée de journalistes, vient visiter un quartier considéré comme sensible, cela commence souvent comme ça. Difficile de dialoguer dans le chahut. La discussion tourne court, il va falloir essayer plus loin. Il n'y en a pas parmi vous qui ait 18 ans déjà.
Voilà, et vous aurez peut-être remarqué le jeune homme à lunettes à côté du ministre. Eh bien, c'est Manuel Valls, voilà, qui était déjà à bonne école, même s'il faut le préciser, les confrontations avec les jeunes dans les quartiers se sont surtout tendues à l'époque de Nicolas Sarkozy, un ministre de l'Intérieur qui n'hésitait pas à employer des mots comme Karcher, on s'en souvient, mais qui allait aussi à la rencontre des jeunes dans les quartiers. Un exemple à La Courneuve après la mort d'un enfant. Pour essayer de trouver des solutions. C'est la vérité. Eh bien, je suis là pour trouver une solution. Profitez du fait que je sois là. Mais parce qu'il y a un mort, voilà. Vous profitez de la misère. Parce que non, vous profitez si de la misère venu, des gens, alors. Si j'étais pas venu, vous profitez monsieur, de la si vous parlez des comme gens, ça n'ira pas. C'est pas une je question suis là de pour vous profiter, aider. c'est pas une question de monsieur, parler comme ça, c'est une mon réalité. devoir d'être C'est une ici. réalité. C'est mon devoir d'être ici. Soit vous voulez collaborer, essayer de C'est sortir pas une les question gens. de collaborer. Collaborer déjà, améliorer les conditions de vie. Le ministre de l'Intérieur est venu présenter ses condoléances aux proches du petit Sid Ahmed, tué hier au pied de son immeuble. D'abord, on va arrêter les auteurs, ces assassins, quel que soit leur âge et leur situation. C'est à mon sens une affaire d'heure. La deuxième chose, c'est que les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer au propre comme au figuré la cité des 4000. Voilà, ça c'était une séquence bien connue en juin 2005. Et revoici Nicolas Sarkozy quelques mois plus tard lors d'un de ses déplacements les plus mouvementés à Argenteuil. En rang serré avec au centre Nicolas Sarkozy, visage fermé. Autour, 200 jeunes, un comité d'accueil plutôt agité. Les premiers projectiles fusent avec les insultes. Valise en Kevlar et parapluie, le service d'ordre tente de protéger le ministre. Il y a 100 mètres à faire jusqu'au commissariat.